Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il y a encore un petit peu de monde qui arrive dans la salle, donc on attend encore 1 ou 2 minutes et puis on commence. Tout à fait. Euh, bah, je règle un dernier problème technique et on va pouvoir attaquer. Ce serait dommage que l'enregistrement ne marche pas. Bon, eh bien allez, on va attaquer. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, nous avons Rémi Rouillot, CTO d'Omerial avec nous pour un webinar sur .NET et IBMI. Donc comment la technologie .NET de Microsoft va nous permettre de se connecter à l'IBMI. Donc, Rémi va nous présenter différentes solutions qu'il a mis en place et surtout l'outil NTI. Et on finira par différentes démonstrations et notamment une démonstration qu'on a mis en place avec Rémi et IBM, donc Omerial IBM, un partenariat où justement on a voulu travailler sur un côté nouveauté, toute la partie .NET et surtout utiliser un grand nombre de fonctionnalités propres au Power, tout ce qui était virtualisation, réseau interne, ainsi de suite. Donc c'était un vrai beau terrain de jeu et on remercie Omerial d'avoir voulu aussi participer avec ça pour pouvoir créer cette maquette. Rémi, je te laisse la main et puis ben surtout bon webinar. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on y répondra au fur et à mesure, ou sinon à la fin, et puis n'hésitez pas. Le but, c'est vraiment aussi de l'échange. Si vous avez des questions, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des questions qu'on ne pose pas. C'est à toi, Rémi. Merci Laurent pour l'introduction. Donc encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu présent aujourd'hui pour ce webinaire et pour voilà pour découvrir comment .NET peut permettre à l'IBMI d'avoir de nouvelles opportunités et de considérer cette plateforme comme un outil d'évolution, de modernisation de la plateforme. Tout d'abord, je vais commencer avec quelques mots à propos d'Omerial. Donc, nous sommes éditeurs de logiciels partenaires IBM. Nous avons donc développé la solution NTI. Je reviendrai un peu plus en détail sur NTI pendant la présentation. Mais voilà, c'est un connecteur entre .NET et l'IBMI. Et aujourd'hui, on a une centaine d'installations à notre actif dans plus de 10 pays. Et c'est une solution qui est aujourd'hui adoptée par le marché. Et je vais vous expliquer, voilà, à travers une présentation technique, quelques références et des démonstrations au fil de ma présentation, en quoi l'option .NET peut être vraiment une belle opportunité pour votre IBM. Donc, voilà, et comme l'a dit Laurent, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On y répondra, j'y répondrai au fil de la présentation éventuellement à la fin. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, on va commencer tout d'abord par reprendre la S400, l'évolution de la S400 et de ses débuts jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui, qui s'appelle l'IBMI, qui a changé de nom. Est-ce que c'est simplement un changement de nom ou est-ce qu'il y a vraiment une grosse évolution? On va commencer donc par faire un petit focus sur l'évolution de cette machine, de cette plateforme, l'état des lieux aujourd'hui et dans un second temps, nous verrons comment .NET peut permettre de prolonger justement l'évolution de ce système. Donc, la S400 à ses débuts, je pense que certains d'entre vous ont déjà vu passer cette petite publicité. La S400, à la base, c'était une machine qui intégrait tous les outils,
toutes les briques du système d'information d'une entreprise pour avoir une seule grosse machine monolithique qui embarque tout. Une base de données pour stocker les données, tous les langages de programmation, l'environnement de développement, tous les périphériques, donc les spools, et ensuite des serveurs pour gérer les mails, du serveur web, pour avoir une machine unique, monolithique, qui embarque tout. Et la promesse de la S400, c'était ça, c'était d'avoir tout sur la même machine, que tout fonctionne bien, que tout tourne bien sans qu'on ait à s'en occuper. Et la promesse, du coup, c'est ce qu'on voit sur cette image. Le directeur informatique pouvait prendre le temps d'arroser les fleurs pendant que tout fonctionnait très bien. Donc ça, voilà, la promesse de départ de la S400, qui a bien évolué depuis. Mais voilà, le développement des applications sur la S400 a été dicté par les spécificités de ce système et par ses contraintes qui sont surtout représentées par son interface. L'écran 5250, au départ, on n'avait que cette interface-là pour interagir avec le système. Donc, on développait des interfaces sur cet écran vert qui a pris des couleurs par la suite, mais qui reste globalement quelque chose de très léger, de très performant. Donc, voilà, à mettre en regard des contraintes techniques de l'époque, avec les capacités de transmission de l'information, de stockage, etc. Donc c'était très efficace, ça reste très efficace aujourd'hui, et les interfaces graphiques développées sur IBM i S400 sont toujours très appréciées pour leur simplicité et leur efficacité, mais ces interfaces ont souvent l'inconvénient d'être très compliquées à faire évoluer, et elles se sont tout doucement éloignées des standards des interfaces graphiques modernes. Aujourd'hui, on a des notions d'expérience utilisateur, de design, voilà, d'interface utilisateur moderne. Ces concepts n'existaient pas à l'époque. Il n'y avait même pas de souris de pointeur, c'était simplement voilà, du telnet de l'interface 5250 comme on la connaît. Et donc, tous les développements ont été faits selon ces contraintes. Et aujourd'hui, la plupart des applications qui tournent encore sur l'IBM et qui ont été héritées de la S400 ont été développées selon ces principes. Et on doit aujourd'hui faire avec, trouver des moyens pour faire évoluer ces applications. Et c'est jamais facile. Il faut trouver le bon moyen pour les faire évoluer. Est-ce qu'il faut tout redévelopper? Est-ce qu'il faut réutiliser le code existant et le faire évoluer? Voilà, c'est une question aujourd'hui qui se pose, mais bon, le, la conséquence de cette machine monolithique, c'est des applications métiers et des interfaces vraiment très typiques de cette machine. Et pourtant, c'est une machine qui connaît très bien l'entreprise. C'est la machine qui connaît le métier et qui a été taillée pour le métier. C'était fait voilà, pour développer des applications qui vont représenter le savoir-faire d'une entreprise, qui vont représenter vraiment le patrimoine d'une entreprise, comment on gère nos stocks, comment on gère toute notre logistique éventuellement. Voilà, bien souvent, on se rend compte que dans l'entreprise, la personne qui connaît le mieux le métier, c'est l'analyste programmeur à S400, et j'emploie ce terme volontairement pour faire écho au début de cette machine. C'est ces personnes-là qui connaissent le mieux le métier, puisque ils ont dû l'implémenter à très bas niveau dans du développement de maison, dans de l'applicatif métier maison. Donc voilà. Bon, ça, c'est un rappel sur la S400, sur vraiment les origines de cette machine. Et aujourd'hui, la S400 a changé de nom, ça s'appelle l'IBMI, donc c'est un système d'exploitation qui tourne sur la plateforme Power. Est-ce qu'on a vraiment simplement renommé cette machine, ou est-ce que c'est vraiment une machine qui a su évoluer, qui a su euh, quand même évoluer avec son temps et qui aujourd'hui propose des briques très modernes? Eh bien oui, aujourd'hui, l'IBMI, ce n'est plus du tout la S400, c'est une évolution de cette plateforme. On retrouve des fonctionnalités héritées, mais aujourd'hui, on a vraiment des briques sur cette machine qui en font une plateforme assez exceptionnelle. Euh, je vais citer sa base de données, la base de données DB2 Foreign, qui est vraiment très souvent citée comme une base de données SQL
très performante, très riche en fonctionnalités. Donc, la base de données de l'IBMI, DB240, est réputée pour s'auto-administrer, par exemple, donc très peu de travail d'administration en comparaison à d'autres systèmes de gestion de base de données. Elle est performante, elle tient très bien la charge. Des millions d'enregistrements, ça fait pas du tout peur à l'IBMI et ça, les temps de réponse sont pas du tout impactés par une montée en charge et par une volumétrie importante. Les fonctionnalités sont enrichies à chaque technologie refresh, à chaque version du système d'exploitation. Et aujourd'hui, on a la plupart de la majeure partie de la spécification SQL qui est implémentée dans cette base de données. Et elle a rien à envier à d'autres systèmes comme d'autres gestionnaires de bases de données comme Oracle ou SQL Server ou même Postgre, puisque vraiment elle propose une solution aujourd'hui très compétitive sur le marché en termes de coût, en termes de performance et en termes de scalabilité. Ça, c'est vraiment le point fort de cette machine aujourd'hui, à mon sens. Également, l'architecture Power, la plateforme Power qui prodigue à ce système d'exploitation IBMI vraiment des qualités remarquables en termes de performance, de scalabilité. Je reviendrai dessus un petit peu plus en détail. Les langages de programmation de l'IBMI ont beaucoup évolué. On est passé du ERPG colonné à des langages beaucoup plus modernes, du FreeRPG, supporte d'autres langages, de l'open source aussi, mais on reste quand même assez cloisonné dans des langages spécifiques à la plateforme. On continue à avoir du RPG qui est très spécifique à la plateforme, qui évolue toujours, qui évolue beaucoup même, et voilà, qui a du mal à se faire sa place dans le monde des langages modernes. Euh, et cette machine, on le sait, a une feuille de route à très long terme. C'est une des seules plateformes, enfin, les systèmes d'exploitation de chez IBM en général, que ce soit l'IBM ou AX, ces systèmes ont une feuille de route à très long terme. On peut se projeter à 10-15 ans sans problème sur ces plateformes. On sait que on aura toujours de la maintenance, des mises à jour et une évolution sur la plateforme. Donc ça, c'est un point très important à prendre en compte quand on considère le système d'information d'une entreprise et quand on réfléchit à conserver ou pas l'IBM. Aujourd'hui, l'IBM, c'est vraiment une plateforme pérenne. Ça ne va pas disparaître dans 5 ans. La plateforme Power, c'est une des forces de l'IBM. La plateforme Power, on sait, c'est des processeurs qui sont performants. Euh, des performances élevées avec une efficacité énergétique assez remarquable. Et donc, quand on compare, quand il y a des benchmarks qui sont réalisés entre des architectures type x86 et du Power, on a vraiment une grande différence en termes de performance à l'avantage du Power. La puissance de calcul et la charge de travail que l'on peut supporter, rapporter à la consommation énergétique, qui est vraiment à l'avantage du Power. Le Power aussi, c'est une plateforme, c'est une architecture qui est sécurisée euh, de- dès sa conception. On a tout un tas de mécanismes de cryptographie, de sécurité intrinsèque à la machine, qui font que c'est une plateforme qui est aujourd'hui vraiment sécurisée, résiliente et qui permet comment, d'avoir vraiment des avantages par rapport à d'autres plateformes type x86 notamment. Euh, et puis, il y a l'aspect virtualisation native intégrée au firmware du Power. Ça, c'est un point très important. Il n'y a pas besoin de rajouter une couche de virtualisation type VMware sur un serveur Power. Euh, on a livré avec la machine la couche de virtualisation qui est hyper efficace. Et quand on partitionne notre machine, on peut vraiment occuper tout le CPU à gérer nos partitions. C'est pas, on va pas avoir 50% de la puissance qui va partir dans la virtualisation. Voilà.
Et on a aussi le support de Linux qui nous permet aujourd'hui de, de bénéficier de toutes les fonctionnalités de ce système qui est très ouvert et qui est supporté par de plus en plus de solutions et de packages sur l'architecture Power. On a de plus en plus de distributions PowerPC 64 dans dans toutes les différentes technologies et notamment .NET, ce qu'on verra juste après. Donc la plateforme Power, ça confère à l'IBMI vraiment une force assez incroyable et ça lui ajoute toute une périphérie avec les partitions Linux qui lui permet voilà, d'avoir d'autres moyens de s'exprimer que ces interfaces à lui, tout en restant dans la même machine Power. Donc, l'usage de la plateforme connaît aujourd'hui des enjeux, a besoin d'évoluer. Il faut trouver une feuille de route pour cette machine. Il faut aujourd'hui se dire comment on fait pour faire évoluer ces applications héritées de la S400 avec des interfaces vieillissantes, avec une structure vraiment figée, monolithique, que l'on souhaiterait faire évoluer. Comment on diminue la dépendance aux compétences spécifiques. Aujourd'hui, c'est compliqué de recruter des compétences autour de l'IBMI. On en trouve et il y a énormément de formations qui sont mises en place pour ça. Et c'est super. Il faut continuer à investir dans des compétences autour de cette machine, mais ça ne suffit plus aujourd'hui. Il faut se tourner vers des technologies standardisées, pérennes et vraiment abondantes sur le marché. Et donc, dans cette démarche, je vais vous présenter aujourd'hui, ou vous représenter pour les personnes qui connaîtraient déjà l'écosystème .NET. Donc, je vais vous présenter cette technologie qui s'appelle donc .NET et qui est tout un écosystème qui permet de développer des applications performantes, pérennes, multiplateformes. Voilà, on va revenir sur tous les points importants de .NET. .NET en quelques mots, c'est un ensemble de ressources, c'est une stack technique qui permet de développer des applications de tout type. On peut penser directement à des applications type client lourd, client léger, une interface graphique qui va s'exécuter soit dans un navigateur, soit directement sur la machine, que ce soit sur un ordinateur ou sur un mobile. On a vraiment toutes les saveurs d'applications aujourd'hui dans .NET. On peut faire du Windows, du Linux, mais aussi de l'Android natif, de l'iOS natif. Voilà, on couvre vraiment tous les différents types d'applications. On peut également développer des services web. Tous les types de services web, directement à du web service, des API REST, mais également des services gRPC, SOAP, WCF, voilà, avec intégration de toutes les ressources Azure. Donc vraiment toute la, tous les services qu'on peut associer à nos applications par exemple, avoir l'Azure Active Directory pour gérer tous les accès et les profils d'utilisateurs de son organisation, pour relier ça à son application. Voilà, on a vraiment toutes ces ressources nativement disponibles dans .NET. On a aussi l'intégration de Git, donc tout ce qui est contrôle de source et outils pour faciliter le développement. On peut développer des applications qui embarquent de l'IA, donc avec des modèles qui vont tourner directement dans nos applications .NET. Ça, on a tout un framework qui s'appelle ML.NET et qui permet de faire tout ça. Et un des grands avantages de cette plateforme, et ce qui aujourd'hui en fait vraiment une technologie de choix pour moderniser son IBM, pour faire évoluer son IBM, c'est le côté multiplateforme. Euh, une application .NET, aujourd'hui, je la développe sur mon ordinateur, je la développe sur mon poste de développeur, et sans rien faire, je peux la faire tourner sur donc, une machine en x86 Intel très classique, mais aussi sur des architectures différentes, type ARM. Donc ARM, ça va être tout ce qui est
téléphone mobile Android et également tout ce qui va être IoT, les ordinateurs monocartes. On peut penser au Raspberry Pi, ces petites cartes vraiment hyper programmables sur lesquelles on peut interagir, faire de l'IoT, des choses vraiment sympas sur du prototypage, mais aussi sur l'utilisation un peu plus en production. On peut déployer des applications .NET sur du Z et du Linux One et aussi sur du Power. Donc, on peut vraiment envisager tout scénario de déploiement pour une application .NET aujourd'hui. C'est complètement multiplateforme. Et .NET, j'insiste bien sur ce point, ce n'est plus Windows. C'est totalement détaché de Windows aujourd'hui. C'est toujours lié à Microsoft pour le support. C'est Microsoft qui a rendu .NET open source et qui supporte, euh, qui assure le support de la technologie. Mais .NET, depuis bientôt 10 ans, ce n'est plus une technologie qui est cloisonnée à Windows, ça s'est ouvert, comme je l'ai dit, à toutes les architectures, à tous les systèmes d'exploitation. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour comprendre vraiment cet écosystème, cette technologie. Le côté multiplateforme de .NET, comment ça marche? .NET repose sur ce qu'on appelle une runtime. La runtime, c'est l'ensemble de toutes les ressources de base qui vont permettre à une application .NET de s'exécuter. Toutes les ressources de base, ça va être par exemple les opérateurs mathématiques de base. Faire une addition, une multiplication. Ça va être toute la couche TCP, par exemple, toute la couche réseau qui va être implémentée dans cette runtime. Voilà. Et on a tout un ensemble de ressources qui constituent comment, qui couvre toutes les possibilités offertes par .NET, voilà, donc qui est cette runtime. Et ensuite, par-dessus cette runtime, on va construire des applications qui vont être conçues pour s'exécuter à travers cette runtime, qui va servir d'intermédiaire pour exécuter le code machine sur le processeur. Donc, comment ça marche? L'application .NET que je développe sur mon ordinateur avec un langage de programmation qui est le C#. Donc, je développe mon application, elle n'est pas compilée pour la plateforme, elle est, elle est pré-compilée, si on peut dire, dans un langage intermédiaire qui sera compris par la runtime, et ensuite c'est cette runtime qui fait l'interface entre le langage intermédiaire et le code machine. Donc une application .NET, sous réserve qu'une runtime existe pour la plateforme sur laquelle je souhaite la déployer, pourra s'exécuter dans n'importe quel environnement. Il existe des runtimes pour les différents processeurs, pour les différentes architectures. Et donc, il existe une runtime pour les processeurs ARM, une runtime pour les processeurs x86 AMD64 et une runtime pour les processeurs PPC64. Il y en a d'autres. Et à partir de là, la même application s'exécute de façon complètement transparente sur une architecture comme une autre. Ça, on verra un exemple, donc une démo à la fin, avec Laurent, qui montre l'exécution d'une application .NET sur du Power directement technorisé. Voilà pour l'aspect un peu technique et très vulgarisé de .NET. Mais .NET, c'est aussi une très grande communauté, donc des développeurs partout dans le monde. Les langages de développement de .NET, donc le C#, et encore un petit peu le VB, mais c'est surtout le C# aujourd'hui, sont maîtrisés par un tiers des développeurs dans le monde. Donc, on a vraiment une très très grande communauté. Si on a un problème, on tape son problème sur Google, on trouve la solution, on demande à ChatGPT, il nous donne une solution instantanément, on peut utiliser Copilot, ça marche très bien aussi. Donc, c'est vraiment voilà, une techno qui est très 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 répandue. Des compétences également très répandues. C'est très facile aujourd'hui de trouver un développeur .NET et de recruter un développeur .NET. On n'est pas sur des profils rares comme un développeur RPG par exemple. L'environnement de développement .NET est assez remarquable. Visual Studio, donc c'est pas Visual Studio Code, c'est Visual Studio, un environnement de développement qui permet vraiment d'avoir une approche industrielle sur le développement. On a tous les outils sous la main
dans le même environnement. On va avoir GitHub intégré par défaut, on va avoir la publication de conteneurs, on va avoir tous les packages qui sont sous la main, on n'a pas besoin d'aller chercher dans différents dépôts, d'aller restaurer des librairies sur un site d'un éditeur tiers ou quoi. Tout est centralisé, tout est dans le même, dans le même, dans le même environnement de développement. Et ça fait qu'on gagne un temps fou, on peut collaborer facilement entre développeurs, et c'est vraiment une techno qui permet de développer vite et bien des applications métiers performantes. Et enfin, le point fort de .NET, un des points forts de .NET, c'est sa feuille de route. On parlait de feuille de route pour JVM, et .NET a une feuille de route également. Donc ce support de Microsoft promet des versions supportées à long terme avec des cycles qui vont sur 10 ans, chaque version. Et c'est vraiment voilà, une technologie aujourd'hui qui est tout à fait pérenne, qui est tout à fait mûre et dans laquelle on peut investir sans problème. Euh, Donc, je vais vous faire une petite démonstration rapide. Je vais vous montrer comment on fait une application .NET de base, à quoi ça peut ressembler dans cette interface Visual Studio. Et puis ensuite, on verra que tout aussi simplement, on peut développer un service web. Ça prend vraiment quelques minutes. Donc, j'ai ici ma solution .NET qui est déjà prête. Donc, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, là, je suis dans mon interface de développement Visual Studio. Donc, j'ai mon éditeur de code, chose qu'on retrouve dans à peu près tous les environnements de développement. Mais on voit par exemple au-dessus dans la barre que j'ai un onglet Git. Donc, si je veux créer un dépôt Git pour cette solution sur mon GitHub et collaborer avec d'autres développeurs, je le fais directement depuis mon interface Visual Studio. Si je veux venir Oui, récupérer Zouzou, des... tu m'entends? Bon, j'étais en train d'écouter un webinar sur .NET. des Rachid qui a réactivé son micro. Attention, ouais, pouvez réactiver le micro, donc évitez si possible. Euh, J'en étais à voilà, présenter Visual Studio. On a tout sous la main. On peut aller chercher des packages, éventuellement d'autres d'éditeurs tiers directement depuis un explorateur qui nous permet voilà, d'aller parcourir toutes les bibliothèques si on a besoin, par exemple, de générer des documents PDF, de générer des documents Word, de l'Excel, on a des packages pour ça. Si on veut se connecter à une base de données Postgre, on a un package pour ça. Si on veut se connecter à l'IBMI, on a NTI Donerial. Ça, je reviendrai dessus juste après. Et on le trouve également depuis cet explorateur de package. Donc voilà, c'est très simple, c'est vraiment enfin, voilà, c'est hyper intégré. Et comme sur l'IBMI, en fait, on installe une seule, euh, une seule application, un seul environnement, et on a tout déjà sous la main, prêt pour développer. Voilà. Pour la petite histoire, cette application, c'est une application console. Euh, voilà, c'est une application console qui écrit simplement Hello World, donc ça c'est le projet de base. Pour faire une API web, on est à peu près sur on est à peu près sur le même schéma. On va avoir quelques lignes à rajouter dans notre application console, et ensuite, simplement en quelques lignes, je vais créer un point de terminaison d'API. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu l'API REST, on a différentes méthodes, notamment la méthode get. Ici, je déclare une méthode get sur l'URL/webinar, et ça va me renvoyer cette chaîne de caractères. Donc, on va démarrer cette API. Et avec simplement ces quelques lignes, ces 4 lignes, on peut développer une API. Je vais sur
URL/webinar, hop, et bien je récupère bien le texte que j'avais mis dans mon projet. C'est c'est direct, hyper simple à faire. Et cette API-là, donc moi je suis tout seul à l'utiliser. Si demain il y a 1000 personnes, 10 000 personnes qui l'utilisent en même temps, ben, ça marchera très bien parce que c'est hyper optimisé, .NET fonctionne. Je gère la mémoire de façon vraiment optimale, le CPU de façon optimale, et on peut scaler très facilement une application .NET et voilà, il n'y a vraiment pas de contraintes à ce niveau-là. Voilà pour la petite démo sur l'API REST. Ensuite, on peut complexifier évidemment nos API. Là, c'est un exemple très simpliste, très simple pour vous montrer que c'est complètement direct. Mais bon, voilà, c'était une petite présentation de ce qu'on peut faire rapidement. Pour se connecter à l'IBMI depuis ces applications-là, pour venir interroger la base de données, récupérer des données, accéder aux ressources de la machine, on a besoin d'un connecteur. On a besoin d'une bibliothèque qui va nous offrir les méthodes d'accès à la machine, qui va nous permettre d'aller requêter la base de données, qui va nous permettre d'appeler un programme, de créer des paramètres pour appeler ce programme. Et aujourd'hui, pour .NET, il n'existe pas de connecteur qui soit multiplateforme. Il n'existe pas de connecteur qui soit développé pour n'utiliser que les ressources de la runtime. Et comme ce que j'ai présenté juste avant, à partir du moment où on s'appuie sur la runtime, on est multiplateforme. À part la solution que je vais vous présenter juste après, il n'existe pas de solution pour considérer l'accès à l'IDMI de façon multiplateforme dans les applications .NET. Et c'est ce qui aujourd'hui bloque beaucoup de clients qui sont restés sur des solutions qui dataient du .NET d'avant, qui s'appuyaient sur Windows, développés avec du code en dehors de la runtime, qui dépend de la plateforme et qui dépend de Windows, qui dépend de la base de registre, et qui limite le déploiement. Voilà. Et également, il n'existe pas de solution multiplateforme .NET qui permettent d'aller appeler nativement des programmes. Je vois une remarque, qu'en est-il de DB2, donc le package Nugget de chez IBM DB2, ibm.data.db2.core, qui correspond à DB2 Connect. DB2 Connect, il y a deux packages, un package pour Windows et un package pour Linux. Euh, il faut changer de package selon le déploiement qu'on souhaite faire. Donc notre application ne pourra pas fonctionner sur l'une ou l'autre l'une ou l'autre plateforme. C'est simplement des packages qui embarquent des DLL compilés pour la plateforme. Donc c'est le principe du package Nugget fourni par IBM. Et en plus, on est limité à l'accès à la base de données. Tandis qu'avec NTI, on peut accéder aussi à d'autres ressources de la S400, de l'IBM, que je vais vous présenter tout de suite. Donc NTI Data Provider, c'est donc le connecteur que nous avons développé et qui offre un accès natif et sans driver à l'IBM. Natif, car pas d'installation côté IBM. On se connecte aux différents services qui sont présents par défaut dans l'IBM depuis les versions les plus anciennes de la machine. Donc le service TCP de base de données, d'exécution de commandes et de programmes, et le service de sign-on sont les trois services utilisés par NTI sur l'IBMI. Et donc le principe, c'est de se connecter à ces services, de communiquer avec ces services, et donc de soumettre des requêtes, de récupérer les résultats et de les exprimer dans .NET, sans sortir de la runtime, sans sortir du cadre de la runtime .NET. Et comme ça, pour avoir une bibliothèque qui puisse être totalement multiplateforme et s'exécuter sur du Linux, sur du Windows, sur du ARM, du PTC64 Power. Voilà, c'est vraiment le principe de NPI. Et en plus de la base de données, on a l'accès à tous les appels de programmes et de commandes CL. Donc, on va prendre les caractéristiques techniques et détailler chaque point.
aucun driver côté client, ça j'ai expliqué, donc pas de code en dehors de la runtime, pas d'installation côté IBM, ça c'est bon. On est complètement agnostique à la plateforme des deux côtés, et à la version, surtout des deux côtés. Donc l'IBMI, on peut fonctionner sur des versions très anciennes, sur de la V5R4, on se connecte sans problème, jusqu'à la V7R5, V7R6, etc. Côté .NET, on supporte les anciennes versions de .NET qui ne tournaient que sur Windows à l'époque, qu'on appelle .NET Framework, jusqu'aux dernières versions de .NET qui sont .NET Core 5, 6, 7, 8, 9, 10, et les suivantes, puisque on a une compatibilité ascendante à ce niveau-là. Euh, Ça, c'est hyper important. On n'a pas à se dire il faut prendre tel package pour telle plateforme ou tel package pour telle version de l'IBMI. On n'a qu'une seule distribution, qu'une seule version pour pour toutes les versions de .NET, toutes les versions de l'IBMI. La connexion TCP, donc c'est une connexion TCP voilà, très simple qui est établie entre l'application client de .NET et l'IBMI. Il y a le support de SSL et TLS si c'est configuré côté IBM. Voilà, c'est ce qui se fait enfin, c'est fait selon les bonnes pratiques et ça marche de façon tout à fait sécurisée si on prend la peine de mettre en place les différents certificats et les différents mécanismes. Tout ce qui va être gestion des jobs, QZDS, Unit, QZRC, SRVS, donc ce sont les jobs qui correspondent au sous-système enfin, ce sont les jobs qui correspondent aux différentes connexions qui vont être établies entre une application client et l'IBMI. La gestion de ces jobs est très efficace et très propre dans NTI, puisque étant dans cette runtime et dans ce monde managé, très sécurisé de .NET, lorsqu'on crée une instance de connexion NTI, on crée une instance de connexion TCP. Cette instance de connexion TCP se connecte à l'IBMI. Et lorsqu'on détruit l'instance de connexion NTI, on détruit par la même occasion l'instance de connexion TCP au niveau physique dans .NET. Donc, le lien TCP tombe naturellement et le job côté IBM est arrêté. On n'a pas de job QZDS Unit qui restent, qui tournent et qui sont plus du tout suivis par le pool de connexion, ou qui se perdent dans la nature, comme on peut avoir avec d'autres méthodes d'accès. Là, à ce niveau-là, on a vraiment la main complète sur les jobs et sur toutes les ressources qui sont mobilisées en face dans l'IBM. Il n'y a aucune dépendance à des solutions tierces dans la construction de NTI, c'est-à-dire que toutes les ressources qui sont mises en œuvre dans NTI pour établir cette connexion, pour dialoguer avec l'IBM, pour réaliser toutes les conversions de BCDIC en ASCII, voilà, tout ce qui permet vraiment de gérer cette communication, tout est développé sur du basique de chez Basic, fourni par Microsoft, avec un support à long terme, avec une garantie d'intégrité. On n'est pas sur la solution d'un éditeur ou d'un particulier qui l'aurait mise et que nous, on utilise parce que ça nous a facilité la vie ou quoi. Non, là, on est vraiment que sur des ressources avec du support à long terme et avec vraiment une garantie de bon fonctionnement. Donc, on limite les risques en termes on risque pas de faire rentrer du code malicieux dans NTI. Voilà, il n'y a pas de dépendance à d'autres éditeurs. On est vraiment au même niveau que le support de .NET à ce niveau-là. Et enfin, on a un pool de connexion qui est totalement géré dans .NET. Donc, encore une fois, on revient sur cette gestion efficace des jobs. Euh, tout est suivi, tout est vraiment géré de façon sécurisée. Les fonctionnalités de NTI sont évidemment l'accès à la base de données, l'accès complet à la base de données, donc support de tous les types de données, même les tout derniers introduits en VCTR5 avec le type booléen par exemple. On supporte les transactions, les procédures stockées avec multiples curseurs à renvoyer, avec tous les paramètres d'entrée-sortie dans tous les types encore une fois. Donc ça c'est voilà l'intégralité de la base de données SQL. On a également tout l'applicatif IDMI, donc tous les programmes RPG, COBOL, CLP36, les API système, qui sont toutes les API en Q6 par exemple. L'appel de commande CL natif, donc on passe pas par du CMD8C, c'est vraiment de la soumission
directe de commande CL, d'appel de programme et d'API. On n'a pas à redévelopper des procédures pour appeler les programmes, donc ça permet vraiment d'aller chercher directement ce qui est dans l'IBMI, de le réemployer et de le réutiliser. Je parlais de tous les types de données, donc évidemment tous les types de bases dans la base de données et tous les types au niveau du programme, au niveau des paramètres de programme. On va avoir les décimales paquets, décimales données, les différents timestamps. Donc voilà, c'est non exhaustif ici, mais non, vraiment du tout. Petite mention spéciale pour les larges objets, tout ce qui va être blob, club, DB club. On a l'accès en lecture, écriture et en streaming. Donc on peut ouvrir un flux entre l'application .NET et un champ de base de données large object pour venir lire les données en flux ou écrire les données en flux. En quoi ça consiste? Au lieu de lire toutes les données d'un coup, toutes les données d'un gros fichier qui serait présent dans ce champ de base de données, on vient le lire petit morceau par petit morceau, on vient le grignoter petit à petit si on veut, et ça c'est une façon de travailler qui est très efficace en termes de mémoire. Par exemple avec ACS, si vous souhaitez récupérer des gros fichiers type blob et qu'il y en a plus de 5 ou 6 dans le résultat de sortie, ben, ACS il plante, il se ferme. Euh, Là, en se connectant en streaming, on peut vraiment développer des accès très performants, très légers en termes de mémoire. Et pu développer un petit exemple. Les personnes qui étaient présentes aux universités IBMI à ma présentation s'en rappellent peut-être. Euh, J'avais une application qui disait de la musique dans un champ de base de données. Donc, voilà, j'avais stocké des pistes MP3 dans des champs de base de données. Et donc, ces données, j'avais, l'accès était développé en lecture à travers un stream. Et en face, je pluguais un lecteur audio qui prenait un stream en entier et ça s'interopérait très bien et on pouvait lire de la musique dans l'IDMI en streaming. C'était assez anecdotique comme exemple, mais ça peut ouvrir des cas d'utilisation un peu plus intéressants quand on doit par exemple stocker des fichiers pour de la traçabilité. Par exemple, ajouter un fichier PDF sur un enregistrement de base de données et pour avoir voilà, de la traçabilité, pour stocker des documents sensibles, voilà. On peut penser à plein de cas d'utilisation. Euh, NTI est développé en suivant le modèle ADO.NET. Donc, qu'est-ce que ADO.NET? C'est la norme d'écriture pour un fournisseur d'accès à une base de données en .NET. C'est-à-dire que n'importe qui sait utiliser NTI sans avoir de formation dessus, puisque ça répond à une norme en termes de comment sont faites les différentes fonctions et les différentes méthodes. On propose également l'implémentation d'Entity Framework Core, qui est une abstraction supplémentaire sur la base de données. Je vais revenir dessus juste après, mais qui permet de développer des accès à la base de données sans avoir à écrire de SQL, sans avoir vraiment à développer les accès. On code en .NET et ensuite on dit à notre application, tu accèdes à cette base de données. Ça peut être du SQL Server, de l'Oracle ou de l'IBM avec NTI. Ce sera complètement transparent. C'est Entity Framework Core qui va gérer le, le passage du monde .NET au monde base de données d'un fournisseur bien spécifique. Donc ça, c'est assez intéressant. Et c'est de toute façon la norme aujourd'hui en développement .NET pour du développement d'accès à la base de données. Entity Framework Core, donc, c'est ce qu'on appelle un ORM, donc cette abstraction supplémentaire de la base de données, et qui fonctionne selon deux approches. Offre vraiment deux possibilités, et là, ça devient intéressant pour l'IBM. Une première qui s'appelle Code First. Donc, j'écris mon application .NET, je crée mes modèles d'entité, je dis que mon client, il va avoir son nom, son prénom, son adresse, une adresse mail, qu'il aura une liste de factures, une collection de factures, que ces collections de factures auront des lignes. Donc, voilà, je crée mon modèle de données, mais dans .NET. À aucun moment, je fais du SQL pour pouvoir l'utiliser dans mon portail web, dans mon API. Et ensuite, je fais ce qu'on appelle une migration, donc
je répercute ce modèle de données dans ma base de données. Et ensuite, l'implémentation d'Entity Framework Core spécifique à la base de données se charge de faire toute la traduction de ce modèle de données en SQL, en ordre de création SQL, des tables, ajouter les index, les relations, les contraintes d'intégrité référentielle. Et ça fait que ben, la base de données qui est générée en face est vraiment moderne au sens SQL du terme. Donc, vraiment, c'est une vraie base de données relationnelle avec tout ce qu'on attend aujourd'hui d'une base de données relationnelle. Et on n'a à aucun moment à se soucier de la base de données. Qu'on fasse, voilà, ce que je disais, qu'on fasse du SQL Server ou de l'IBMI, c'est pareil. C'est pareil. La base de données devient simplement un outil de persistance des données. Et c'est plus le centre de mon système d'information. C'est vraiment quelque chose que j'oublie qui permet voilà, de stocker mes données, de retrouver mes utilisateurs quand j'ai besoin de les rechercher, quand mon application métier a besoin de les rechercher, mais voilà. Pour l'approche Code First, ça s'applique dans la création de nouvelles applications. Et la démonstration que on va vous présenter avec Laurent tout à l'heure a utilisé ce principe-là de Code First, donc écrire l'application et ensuite toute la partie accès à la base de données, création de la base de données se fait automatiquement. L'autre approche, c'est l'approche qui s'appelle DB First, partir d'une base de données existante et récupérer tout son modèle, toutes ses informations pour créer des modèles de données dans .NET et des applications .NET automatiquement. Donc on peut, à partir d'une base de données existante sur l'IBMI, récupérer nos tables, récupérer les métadonnées des tables, les remonter dans .NET, et ensuite créer des formulaires de lecture, écriture, mise à jour, suppression, très rapidement, puisque dans cette panoplie d'outils Entity Framework Core, il y a la génération automatique de pages web. Donc en un quart d'heure, un développeur .NET qui ne connaît pas du tout l'IBMI et qui n'a jamais entendu parler de votre bibliothèque historique héritée d'une application IBMI, voilà, il peut remonter toutes les tables, tous les fichiers, leur description, et faire des formulaires qui sont utilisables en production directement, à partir juste à partir du nom de la bibliothèque. Donc ça, c'est un outil assez formidable pour faire du reverse engineering et pour reprendre la main sur des bases de données IBMI sur lesquelles on voudrait redévelopper une logique métier euh, différente, ajouter des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles règles de contrôle éventuellement. Voilà. Les cas d'utilisation ensuite sont assez infinis. Et ce genre de mécanisme, c'est assez unique à .NET, hein. On ne retrouve pas ça dans d'autres langages. On n'a pas d'outils aussi aboutis et aussi complets. C'est vraiment une techno qui, à ce niveau-là, offre des fonctionnalités très, très intéressantes. Donc, NTI, quand on l'intègre à .NET, quand on l'ajoute à .NET, ça devient vraiment un accès pour accéder à l'IBMI, pour réutiliser les développements qui ont déjà été réalisés en appelant des programmes existants, en accédant à la base de données, en recréant du nouveau par-dessus. On utilise des standards vraiment d'aujourd'hui. C'est le C# je disais, c'est un tiers des développeurs. C'est des compétences qu'on retrouve partout. Euh, et ça intègre toutes les fonctionnalités qui arriveront demain. La techno est pérenne et par exemple, j'ai parlé d'IA. Aujourd'hui, on fait de l'IA dans .NET sans problème. On ne se pose même pas la question de est-ce qu'on peut en faire ou est-ce qu'on ne peut pas en faire. L'IA, on en fait depuis longtemps. Appeler des services web, on en fait depuis longtemps. Voilà, il n'y a pas de problème. Et c'est ça pour tout, c'est ça pour la conteneurisation aussi. Ça fait très longtemps qu'on peut faire du conteneur directement dans .NET et publier nos applications sur n'importe quelle plateforme. Et c'est une technologie qui suit les standards et qui évolue dans le sens des standards. Et dernier point, j'en parlais, NTI a une syntaxe complètement standard et suit des normes. Donc n'importe qui peut utiliser NTI sans avoir de formation. J'ai des clients qui
me contactent pour demander un essai de NTI. Ils ont déjà écrit le code, ils ont déjà téléchargé NTI, ils ont déjà écrit l'application, ils savent déjà comment ça marche. Il manque que la licence pour que ça fonctionne. Voilà, il n'y a pas du tout d'apprentissage. Il y a évidemment quelques fonctionnalités spécifiques à la S400, vraiment de la S400 parce qu'on parle des programmes RTG, de CL, etc. Mais sinon, tout ce qui est accès à la base de données, on est sur du standard, archi standard. Ça veut dire que donc c'est sans apprentissage et c'est aussi interopérable avec d'autres solutions. On a d'autres solutions, d'autres éditeurs qui mettent en œuvre euh, des mécanismes, par exemple, pour simplifier l'accès à la base de données, basés sur cette norme ADO.NET. Et donc, NTI s'intègre naturellement et nativement, interopère avec ces solutions-là. On a notamment, pour ceux qui connaissent un petit peu .NET, un produit qui s'appelle Dapper, qui permet de vraiment simplifier l'accès à la base de données. Dapper, ça fonctionne sans problème avec NTI, puisqu'il suit toute une norme, vraiment un cahier des charges très, très précis. Donc tous ces points font que .NET, c'est vraiment une technologie pérenne et qui peut redonner une feuille de route à long terme pour les applications métiers. Puisque là, c'était très technique ce qu'on a vu, mais ça permet vraiment de tout envisager. On envisage tous les cas d'utilisation. Et c'est ça le plus important. C'est que NTI, au final, se fait oublier. C'est une solution qu'on ne se rend même plus compte qu'on utilise NTI. On fait du .NET. On fait du .NET avec IBMI, on ne fait pas du NTI. Ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Euh, voilà, et ça permet vraiment de faire un lien efficace, simple et léger entre la partie IBM et toute bah, tout l'environnement IBM AS400 réalité et la partie moderne .NET, et ça les fait vraiment travailler toutes les deux ensemble en prise directe, voilà, pour, euh, pour pouvoir voilà, retrouver de la visibilité sur l'avenir et sur l'évolution des applications. Donc, comment on met en œuvre concrètement NTI dans une application .NET? On a vu tout à l'heure donc, cette petite démonstration. Je vais reprendre l'application console que je vous ai présentée au début, qui est écrit Hello World. Euh, hop. Donc, là, je suis dans mon application. Je viens de créer mon application console avec Visual Studio. C'est le modèle de base de projet. Je vais aller depuis mon éditeur dans le gestionnaire de package. Je vais chercher Omerial. Et donc, je trouve Omerial Data NTI. J'installe la dernière version. Et c'est bon. Là, je viens de faire l'installation de NTI. Ça prend pas plus de temps que ça. Euh, et, c'est tout de suite disponible. Là, je vois que j'ai accès à mon package Omerial. Et donc, tout de suite, j'ai les différentes classes pour se connecter à l'IBMI. Voilà. J'ai accès à mes différentes propriétés de connexion. J'ai accès aux différents objets voilà, pour développer un accès à l'IBM. Et c'est aussi simple que ça. Voilà, il n'y a vraiment aucune difficulté. Il n'y a pas à passer par notre site web pour télécharger le package. On est vraiment sur une source sûre à l'intérieur de notre environnement de développement. Comment ça se met en œuvre concrètement? Donc là, cette fois, je vais reprendre l'API pour qu'on ait, disons, un petit peu des données qui peuvent être récupérées. Euh, donc j'avais juste avant créé cette méthode qui permet de récupérer, enfin, de renvoyer cette chaîne de caractères bienvenue au webinar. Mais je vais prendre le même principe, mais au lieu de renvoyer bienvenue au webinar, je vais récupérer des données dans mon IBM. Donc comment ça se passe? Je crée une connexion NTI, j'ouvre la connexion, j'ai ma chaîne de connexion qui est stockée dans mon application, j'exécute ma requête SQL et je renvoie le résultat. Pour ceux qui connaissent ça, c'est du Dapper, justement, ce dont je parlais juste avant. Donc là, je mets ma requête SQL, select étoile from northwind.product, c'est une table produit d'exemple de Tech Northwind, je pense que ça doit parler à certains d'entre vous.
Je lance mon application. Et donc, si je viens chercher ici mon point de terminaison data, hop, j'ai récupéré l'intégralité de mes produits dans la table Northwind. Je peux les mettre un peu plus en forme. Et voilà, c'est toutes les données de ma table produit qui reviennent ici. Et c'est vraiment instantané, hein. Je peux rafraîchir, c'est c'est absolument instantané, la récupération des données. Pour information, quand on compare les performances de NTI à d'autres fournisseurs type JDBC, ODBC ou OLEDB, on est en moyenne 3 fois plus rapide. Euh, on est, non, on est 30% plus rapide, pardon. Et 3 fois plus rapide que le fournisseur .NET pour .NET Framework, qui justement, ce que j'expliquais au début, qui ne fonctionne plus dans les nouvelles versions de .NET, euh, qui fonctionnait sur les anciennes versions, uniquement sur Windows. Donc on est 3 fois plus rapide que cette solution-là et 30% plus rapide que l'ODBC. Voilà, bon après c'est des chiffres qu'on observe dans des conditions idéales en local, dès qu'il y a des perturbations sur le réseau, toujours plus rapide, mais sur des temps de réponse qui se dégradent, évidemment, ça dépend de l'infrastructure qui est derrière. Mais voilà, on a des temps de réponse vraiment assez exceptionnels en comparaison d'autres solutions. Surtout pour les gros exports de données, par exemple. Pour extraire complètement des millions d'enregistrements, là, on va avoir vraiment des temps de réponse très intéressants. Ce que je peux faire aussi avec NTI, c'est refaire un autre point de terminaison d'API, mais cette fois, au lieu de récupérer des données, je vais exécuter une commande CL. Là, ce que je vais faire, c'est créer une bibliothèque, donc exécuter la commande crtlib webinar et renvoyer simplement le texte created pour signifier que ça s'est bien créé. Et puis, je vais mettre une autre méthode sur un endpoint DLT qui va exécuter DLTlib. Donc, si je viens et que j'essaie d'aller voir ma bibliothèque webinar, elle n'existe pas sur mon IBM actuellement. Si j'exécute la méthode CRT, donc à travers cette interface qui est Swagger, je pense que certains d'entre vous connaissent, c'est une interface qui permet de manipuler facilement les API, un petit peu comme Postman par exemple. Donc si j'exécute cette méthode CRT, j'ai mon retour created, et si je reviens sur mon IBMI, voilà, ma bibliothèque webinar a été créée. Si j'exécute le DLT, l'original, je récupère le deleted ici. La bibliothèque webinar n'est pas trouvée, donc voilà, on est vraiment en temps réel, on exécute nos commandes CL en direct sur l'IBMI, sur le serveur de commandes et d'appels de programme. On n'est pas du tout sur du SQL à ce niveau-là. Et puis dernier point pour faire un petit peu le tour des fonctionnalités, même si on gratte vraiment la surface à ce niveau-là. J'ai envie de récupérer le numéro de série de mon IBM. Et pour ça, je souhaite utiliser cette API dans Q6, qui est QWC RSVal, une des API système dans Q6. Donc, je vais sur la documentation IBM, je trouve la documentation de cette API. Je vois qu'elle attend 5 paramètres ici, sont bien détaillés, dont le type est détaillé sur le côté. Donc voilà, je lis ma doc. Et j'ai simplement qu'à répercuter cette documentation dans .NET. Donc je viens créer mes paramètres, je viens créer une liste de paramètres et je fais exactement ce qui m'est indiqué par la documentation. Ensuite, j'appelle mon programme WCRSVal dans Q6. Et c'est la même chose pour un programme RPG. On peut construire des data structures, on peut venir vraiment construire très très finement la liste de paramètres.
j'appelle mon API et ensuite je viens récupérer mon résultat qui est, encore une fois, d'après la documentation, situé à tel endroit, dans tel paramètre. Voilà, ça, ensuite, c'est qu'une question de lire la doc. Et donc, normalement, cette valeur-là devrait me renvoyer mon numéro de série IBMI. Et donc, je retourne sur mon interface ici et que j'exécute ma requête. Ici, hop, mais je récupère bien mon numéro de série ici. 78 CFF40, ça c'est le numéro de série de mon IBM. Donc on a en quelques lignes une API.NET qui va pouvoir servir des points de terminaison à la fois pour du SQL, de la commande CL, des API système, et ce serait de la même façon du RPG, du SQL avec des requêtes paramétrées pour éviter l'injection de SQL, tout type de, voilà, vraiment tout type de requêtes, des services SQL pour faire de l'administration sur l'IBM. On n'a aucune limite en termes de possibilités. On a accès à toutes les ressources. On peut aller écouter des data queues, on peut lire des fichiers spool et récupérer les données brutes d'un fichier spool, aller chercher des données dans des user space. Vraiment, les possibilités sont complètement infinies à ce niveau-là. On peut vraiment envisager l'évolution d'applications existantes sans trop de problèmes, avec toutes ces clés en main, toutes ces cartes pour attaquer les différentes problématiques et les différents cas d'utilisation. À travers cette démonstration, j'ai montré que c'était vraiment très simple et très, très direct, très rapide pour intégrer NTI et implémenter NTI dans une application .NET. Je vais vous présenter quelques cas clients qui illustrent un petit peu ce qui est fait par nos différents clients avec NTI. Ça couvre quelques cas assez intéressants. Donc, un premier exemple que j'aime bien présenter, c'est un petit fabricant de camions allemand qui, qui est la filière militaire de chez MAN, donc Rheinmetall. Euh, Ils utilisent aujourd'hui NTI pour le développement de leur application .NET IBM dans le cadre d'une transition de PHP vers .NET. Justement, à cause des différents avantages à utiliser .NET en termes d'environnement industriel pour le développement d'applications. C'est beaucoup plus homogène, c'est beaucoup plus consistant que PHP, en tout cas à leur sens. Ils ont fait le choix de passer de PHP vers .NET. Ils ont fait le choix de prendre NTI, justement pour refaire un clin d'œil à la question de Daniel dans le chat par rapport au package de IBM. Ils ont évalué cette solution d'IBM et notre solution et ont choisi de partir avec NTI puisqu'elle leur donnait plus de satisfaction et ça leur offrait plus de possibilités pour leur développement. Donc voilà, un premier client avec un cas d'utilisation intéressant. Là, on est vraiment sur l'intégralité des applications qui étaient déjà développées en PHP, qui tout doucement vont être redéveloppées en .NET. Autre cas client qui là illustre le développement de nouvelles applications et de problématiques de scalabilité de .NET. La ligue, c'est la ligue amateur de foot en Italie, tout ce qui gère le foot amateur. Ils ont choisi d'utiliser NTI, et leurs partenaires de développement a choisi d'utiliser NTI pour développer leur nouveau portail de gestion des licenciés. Donc, un portail de gestion des licenciés, il faut savoir que tous les ans, on renouvelle sa licence et que tous les ans, on a des pics de fréquentation assez énormes sur, les, sur ce portail avec une volumétrie absorbée et en millions de transactions par seconde à certains moments. Et donc, ce contexte très exigeant a poussé le partenaire et le client à choisir NTI pour justement pouvoir absorber toutes ces demandes et pour le développement de cette nouvelle application.
Donc aujourd'hui, le portail est opérationnel et le client est tout à fait satisfait très satisfait de sa nouvelle application. Un autre cas client qui est plus un partenaire à ce niveau-là, qui illustre aussi la variété de partenaires et de clients avec qui on travaille. Donc la société iGetIt, que certains d'entre vous connaissent, j'espère, parce que leurs solutions sont vraiment très intéressantes et vous avez tout intérêt à vous y intéresser. Donc cette société a choisi NTI pour développer des interfaces graphiques autour de leurs solutions. Donc c'est surtout du client lourd.net à ce niveau-là. Et donc NTI a été utilisé pour moderniser une application existante qu'on voit sur la gauche, qui s'appelle Addict. Et petit clin d'œil, première diapositive, l'écran 5250 que j'avais présenté, c'était cette application-là, mais avant la modernisation, avant le redéveloppement de l'interface. Donc NTI a été utilisé pour refaire cette interface et avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus moderne et intuitif pour des utilisateurs non IBM. Donc voilà, et ça illustre aussi voilà, qu'on ne travaille pas qu'avec des clients finaux. Euh, Nous travaillons aussi avec d'autres partenaires IBM qui ont besoin d'intégrer des fonctionnalités d'accès entre l'IBM et .NET à leur solution. Et voilà, on peut tout à fait travailler sur ce mode-là. Il y a un autre cas client qui est assez représentatif aussi de la variété des différents accès offerts par NTI. La société Cooper Vision, si certains d'entre vous portent des lentilles de contact, je pense que ça vous parle. Donc ça doit être le premier fabricant mondial de lentilles de contact. Cette société a choisi NTI pour simplifier et automatiser les opérations d'exploitation et d'administration quotidienne de l'IBM principalement. C'est surtout réutiliser plein de programmes développés en CLP pour faire des tâches d'administration assez courantes et redévelopper d'autres tâches d'administration là où à certains moments ils devaient se relever à 3 heures pendant la nuit pour aller sur site et intervenir sur la machine. Ils peuvent aujourd'hui directement depuis leur smartphone et depuis Teams, je crois qu'ils ont développé avec Teams pour pouvoir répondre directement par exemple aux messages inquiry sur l'IBMI depuis leur Teams. Donc c'est vraiment un cas assez intéressant où on a le croisement de ces workflows très typés AS400 et des technos beaucoup plus modernes avec du mobile, de l'acquisition de données type QR code, NFC et des applications type Teams qui peuvent interopérer avec tous ces process pour faire rentrer des- la saisie utilisateur dans tout le processus. Donc ça, c'est vraiment un beau cas d'utilisation et c'est dans un contexte très critique pour l'entreprise parce que c'est vraiment les deux sites de production, leurs deux plus gros sites de production, un qui est à Porto Rico et un autre au Costa Rica. Voilà, donc depuis, ça permet aux administrateurs et aux responsables d'exploitation depuis leur smartphone d'interagir avec l'IBM directement. Et puis enfin, le, euh, le cas d'utilisation qu'on va vous présenter avec Laurent, qui est une des premières références publiques de l'utilisation de .NET sur Power pour IBM. Euh, on a beaucoup travaillé avec les équipes d'IBM sur justement le portage de .NET sur Power pour valider la faisabilité, la pertinence et le bon fonctionnement de la runtime .NET. On travaille depuis le .NET 7 et enfin, .NET 6 même, avec des gens comme Paul Chapman en Angleterre ou d'autres équipes aux États-Unis pour valider le concept de .NET sur Power. Et donc, nous avons développé ensemble une application web qui est un site web de réservation de billets de concert
qui fournit vraiment des fonctionnalités qu'on retrouve typiquement dans beaucoup de cas d'utilisation. On va avoir de l'identification et de l'authentification utilisateur avec des comptes individuels, ceux qui ne seront pas des comptes sur l'IBM, mais des comptes stockés en base de données. Euh, on a de la saisie d'informations par scan de QR code. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans énormément de cas d'utilisation et dans énormément de secteurs. Euh, on a de la gestion de rôle utilisateur, et puis une base de données très simple derrière, mais qui démontre quand même enfin, une structure qu'on peut retrouver dans 90% des cas. C'est une base de données avec des artistes, des concerts, des DJ, et ça se transpose dans beaucoup de cas d'utilisation. Donc voilà, cette partie, on va vous en faire la présentation tout de suite avec Laurent. L'idée, c'est d'avoir une application qui va tourner sur une partition Linux directement sur Power et qui va communiquer avec une partition IBM qui est sur la même machine pour avoir au sein du même serveur une partition IBM et une partition Linux. La partition IBM qui sera un peu le back-end et la partition Linux qui sera la partie front-end plus logique métier développée en .NET. IBM, c'est simplement la base de données. Elle est cachée derrière la partition Linux, si on peut dire. Et la partition Linux expose l'application .NET à l'extérieur. Euh, Juste avant de donner la main à Laurent, voilà, l'idée c'est d'avoir tout dans la même machine et sous forme de conteneur en plus pour démontrer l'intérêt et la pertinence de ce mode de déploiement. En gros, le conteneur, qu'est-ce que c'est? Ça va être un petit environnement qui est créé sur la partition Linux et qui va contenir une instance de notre application qui va s'exécuter de façon autonome dans ce conteneur. On, on peut lancer très facilement un conteneur. On a besoin d'une image qui est générée à partir du code source de l'application. Et ensuite, simplement en appelant une ligne de commande ou en automatisant ça via des différents mécanismes, différents pipelines de déploiement, on peut déployer automatiquement des conteneurs selon différentes règles. Donc là, par exemple, sur cette slide, on voit un seul conteneur qui est dans une partition Linux, qui expose un site web sur Internet et qui communique avec l'IBMI et la base DB2 grâce à NTI en arrière-plan. Si demain, le conteneur ne suffit plus à absorber la charge, si on a par exemple un concert au Stade de France qui va vendre beaucoup de billets d'un coup, et bien, ce qu'on peut faire, c'est scaler temporairement cette installation en multipliant les conteneurs, en mettant un load balancer logiciel en entrée pour rediriger toutes les requêtes vers les différents conteneurs pour équilibrer la charge, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus réparti et voilà, avoir quelque chose qui se scale un petit peu. Et si demain, il y a 10 concerts d'un coup et qu'on doit absorber une demande encore plus forte, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un deuxième serveur, pas forcément du Power. Ça marche mieux sur Power, mais ça marche bien ailleurs aussi. On peut avoir un petit serveur x86 en spare à côté au cas où il y a besoin d'ajouter de la capacité temporairement, avec du Linux, mais on n'est même pas obligé. Et ajouter un autre load balancer qui va rediriger le trafic entrant vers les deux serveurs. Les deux serveurs vont eux-mêmes redispatcher les requêtes sur les différents conteneurs. Mais tous ces conteneurs-là, ils vont accéder à l'IBMI, à la même base DB2 unique. Et le trafic va pouvoir être vraiment étalé et réparti à ce niveau-là pour une éventuelle affluence forte sur le site web. Donc voilà un peu l'idée. Laurent, je te donne la main Oui, pour présenter l'application. oui, si tu as le schéma d'infra, Juste là. parfait. Donc on a travaillé avec Yomerial pour se dire, bah voilà, on va monter une solution complète sur la technologie Power. Donc si on prend le gros carré noir, bah, c'était le magnifique serveur de Rémi. Là, en l'occurrence, nous, dans notre showroom, on a un Power 9 avec du dual VIO, du stockage externe, et par contre, on a différentes interfaces réseau.
On a d'un côté donc la partition à gauche LME, LNX, RCK DEM01, donc qui est une partition Linux basée sur une Rocky indépendante. Donc qui a deux pattes réseau, donc une patte en 137 et quelques qui elle va sur le réseau externe et une patte en 10.0.0 qui est sur le LAN interne. Le Power, grâce à l'hyperviseur, a la capacité de créer des réseaux, un réseau Ethernet interne qui va être propagé par les VIO et dessus on va pouvoir connecter un certain nombre de partitions. Ce qui fait que ces partitions-là, quand elles passent par ce réseau-là, ne sortent pas sur les switches externes, sur les ports physiques des cartes Ethernet et ne vont pas jusqu'au switch, mais restent à l'intérieur de l'hyperviseur. Du coup, on a une connexion entre les différentes partitions étanches, mais surtout extrêmement rapide puisqu'on s'appuie sur la capacité de l'hyperviseur et ses fonctions de virtualisation. De l'autre côté, on a notre partition IBMI, donc qui avait un petit nom avant Merlin, maintenant elle s'appelle ClamAV, peu importe. Et cette partition IBMI, on a utilisé aussi une fonctionnalité, c'est la capacité de hoster. Alors tout le monde connaît l'IBMI dans l'IBMI, mais dans un IBMI, on peut faire tourner autre chose, et notamment du Linux. Donc on a créé une toute petite partition Linux, donc c'est une Rocky aussi, mais par contre ce qu'on appelle en minimum install. Donc c'est une toute petite partition qui a 5 gigas d'espace disque, 0,1 CPU et 4 gigas de RAM. De l'autre côté, on a une partition Linux qui, elle, a une trentaine de gigas, mais par contre, qui n'a que 4 gigas de RAM et 0,1 CPU. Et c'est là où vous verrez tout à l'heure que le fait aussi d'utiliser les conteneurs, ça permet d'avoir différentes, comme disait Rémi, différentes instances qui tournent, mais aussi on peut avoir différentes versions. Là, en l'occurrence, hier, on a testé une .NET 8, qui est notre version de base qu'on a amélioré au fil du temps. Et Rémi m'a livré ce matin une .NET 9. Donc du coup, j'ai sur la même base IBMI, j'ai 2 instances qui tournent, du moins, j'ai 4 instances exactement. C'est-à-dire j'ai par la Linux indépendante, elle a une .NET 8, une .NET 9 qui tournent et qui vont parler à l'IBMI. Et la Linux hostée par l'IBMI, elle a aussi, elle, 2 conteneurs qui font tourner la partie .NET 8 et .NET 9. Et on verra que de la même manière, on peut tester des fonctionnalités différentes, rajouter des fonctionnalités, c'est-à-dire qu'on a zéro impact sur la base de données, mais par contre, on peut faire évoluer la version du système. Et c'est ça qui fait aussi le plus. Si on parle en termes de sécurité, ce qui est intéressant, c'est étant donné qu'on peut avoir des réseaux qui sortent externes, on peut très bien se dire, je vais mettre dans une DMZ une patte réseau qui va me permettre d'attaquer directement mes conteneurs ou par un load balancer, peu importe. Et ensuite, toute la connexion entre les conteneurs et la partie IBMI se fait par un LAN interne. Ce qui fait que on peut très bien aller, on a fait le test avec Rémi, d'aller dans les environnements, dans les conteneurs, chercher l'adresse IP de la partition IBMI qui est derrière, de la base, ainsi de suite, on ne peut pas. C'est-à-dire que c'est uniquement au démarrage du connecteur qu'on va renseigner cette adresse IP avec un utilisateur et un mot de passe standard qui n'a pas de droit sur l'IBMI, uniquement les droits d'accès où sont stockés les fichiers applicatifs, qui lance la connexion entre la base Linux, la partie Linux, le front Linux et la partie back-end IBMI. C'est uniquement cet utilisateur-là qui fait le pontage. Mais après, il n'y a aucune connaissance de l'adresse IP de la partition cible IBMI. Donc, il n'y a pas de moyen de rebondir entre le Linux et l'IBMI, ce qui apporte une grande couche de sécurité. Et après, en termes de performance, on vous le montrera, les conteneurs, ils ont une consommation, mais vraiment extrêmement minime. Donc, du coup, la scalabilité permet de faire tourner un grand nombre de conteneurs si on a besoin demain d'avoir une plus grosse charge de travail à encaisser. Et le fait de faire du Linux hosté par l'IBMI, ça veut dire que demain, un client, il n'est pas forcément obligé d'avoir des serveurs à côté, et ainsi de suite. Il peut très bien lui-même se dire, finalement, dans mon IBMI, j'ai la couche PowerVM, je vais créer une petite partition Linux qui va héberger mes conteneurs. Et du coup, j'ai une solution clé en main. Je peux avoir différents frontaux qui viennent consommer ma partie IBMI. Du coup, on va passer sur la démo. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vais partager mon écran. Hop. Donc, si on regarde au niveau de la partie,
De la partie infrastructure, donc nous on a un Power 9, un 914, donc on a des partitions, donc on a nos 2 partitions Linux qui sont ici, et vous voyez, 0,1 CPU et 4 Go de RAM, et on a notre partition IBMI qui est ici, qui elle a un peu plus de CPU, 0,8 CPU et 48 Go de RAM. Donc on peut très bien avoir une grosse, on pourrait même sur un petit système, un P05, avoir une partition IBMI qui a quand même une taille importante, et avoir des toutes petites partitions IBMI à côté, Linux, pardon, qui vont faire tourner la partie conteneur. Alors après, nous, on est parti sur de la Rocky parce que c'était des solutions simples à mettre en œuvre, mais ça peut être de la Red Hat, SUSE, Fedora. Toute distribution Linux qui tourne sur du Power peut faire tourner. Et ensuite, on en rajoute une couche de Docker. Donc moi derrière j'ai mes deux partitions Linux, et si je regarde au niveau de mes conteneurs, vous voyez en termes de consommation, j'ai une partition qui fait 4 Go de RAM, mais mes conteneurs ne consomment que 200 mégas de RAM. Et en termes de CPU, vous voyez, je suis à 0,16% d'utilisation de ma CPU avec mes conteneurs. Donc j'ai vraiment très peu, et après on a la consommation I/O qui va se faire, évidemment de réseau, les blocs qui vont passer, mais finalement la consommation CPU et RAM de mes machines sont très limitées. Donc j'ai pas un impact de me dire demain je suis obligé de mettre des énormes frontaux Linux pour faire tourner l'application. C'est extrêmement light. Et pareil sur la DEM02 qui est la machine MBD, donc qui est la machine Linux hostée par l'IBMI. Vous voyez, je suis pareil, je suis à 0,10% d'utilisation de ma CPU et 200 mégas de RAM. Donc, que ce soit une solution interne ou externe, au final, il n'y a pas de différence. C'est le support, c'est juste la construction de l'architecture qui est derrière. Si je rebascule, alors, ce qui va se passer, c'est-à-dire dans la diffusion, donc nous, quand on va créer notre application, on va lui dire tout simplement qu'on va démarrer le conteneur, on va lui mettre des ports de diffusion. Et du coup, je peux avoir différents conteneurs qui vont attaquer. Donc tous ces conteneurs-là, en fait, à chaque fois, chaque onglet est une instance en fait qui me permet d'attaquer ma machine. Donc vous voyez, donc là j'attaque la 71, donc c'est la Linux embarquée, je l'attaque sur le port 5201, mais de la même manière, je l'attaque sur le port 5301. C'est-à-dire que j'ai 2 conteneurs qui portent la même idée, qui attaquent la même partition Linux, mais sur 2 ports différents. Ce qui fait que j'ai mes 2 conteneurs qui vont bien taper derrière la même base IBMI, mais par contre qui sont 2 frontaux indépendants, et du coup je vais pouvoir avoir des fonctionnalités, des utilisateurs différents qui sont connectés dessus. De la même manière, je peux très bien aussi avoir la fonctionnalité de se dire finalement j'ai mon application qui tourne sur un mobile, et là on va le voir, c'est pour la fonctionnalité de scan, c'est-à-dire ce que disait Rémi, c'est-à-dire qu'on est à l'entrée du concert, finalement je vais avoir un utilisateur qui est là pour scanner les billets, ça peut être avec un mobile, ça peut être avec un PDA, ça peut être avec différents types d'applications, mais lui en fait il a juste le frontal, et dessus il n'a que la fonctionnalité de scan, c'est-à-dire qu'on peut aussi gérer les droits et dire cette personne n'a accès qu'à une fonctionnalité de mon applicatif. Donc du coup, on peut limiter aussi les risques en disant, voilà, finalement, ma personne qui est à l'entrée du concert, elle va scanner les billets. Mais par contre, elle n'a pas la possibilité de dire, j'ai modifié un billet, finalement, je vais le déscanner et le rescanner, s'il veut avoir de la fraude ou ainsi de suite. Et on le verra dans la démonstration, de la même manière, le QR code qui est généré quand on crée un ticket, il est unique. Si quelqu'un fait une copie, ainsi de suite, ou si le billet a déjà été scanné, l'interrogation étant donné qu'elle est instantanée, on sait tout de suite qu'on a déjà scanné le billet, donc on ne peut pas le réutiliser. Et ça, c'est aussi le fait de la connexion entre le Linux et l'IBMI, étant donné qu'ils sont très proches, on a une connexion en temps réel, et on n'a pas à se dire, je vais interroger, ça va mettre 30 secondes pour savoir si c'est bon ou c'est pas bon. Et du coup, ça entraîne une vraie fluidité de l'application. Donc, si je prends mes utilisateurs, en fait, donc là, quand je vais me connecter, automatiquement, je vais pouvoir avoir un utilisateur. Donc, je vais me connecter en tant qu'utilisateur simple sur la partition. Là. Donc, cet utilisateur-là, lui, c'est la personne qui va acheter ses tickets, qui va créer ses tickets, ainsi de suite. Elle n'a aucun droit. C'est-à-dire que si je suis dans mon mode administration, donc là je suis connecté avec un administrateur, lui il a accès à toutes les fonctionnalités de la machine. C'est-à-dire que lui, quand je vais gérer la gestion des utilisateurs, vous voyez mon admin, il n'a pas la fonction de scan,
Lui, il a la fonction uniquement organisateur-administrateur. J'ai un utilisateur qui est que scan, donc lui, sa fonctionnalité, c'est que scanner des billets. Il ne peut pas créer de nouveaux concerts, il ne peut pas faire l'administration des utilisateurs. J'ai un utilisateur lambda qui, lui, n'a aucun droit. Donc, ça veut dire qu'il est ni scanner, ni organisateur, ni administrateur. Donc, il ne peut pas faire de modification au niveau de l'administration de mon site. Il peut uniquement créer de la consommation sur des tickets. Et par exemple, je vais avoir un organisateur qui, lui, va être la personne en charge de créer les différents concerts. Mais de la même manière, il ne peut pas agir en tant qu'administrateur sur le système, sur les utilisateurs, sur les billets, et il n'a pas accès au scan. Ce qui fait qu'on peut donner des rôles complètement différents et se dire, je suis en capacité de limiter les risques, puisqu'on sait toujours que le problème des risques, c'est de se dire à un moment donné, une personne qui a trop de droits, elle peut profiter du système. Donc là, en fait, il y a vraiment un cloisonnement complet en fonction des différents utilisateurs, des rôles de chacun. Donc là, si je regarde par exemple mes tickets, donc je suis administrateur, je vois que mon utilisateur Laurent Mermet, il a 4 tickets pour le concert L'Étoile de Paris avec différents noms, et je vois que mes billets n'ont pas encore été scannés. De la même manière, je vais voir qu'il y a différents concerts qui existent dans différents lieux avec différents artistes. Si je veux, je pourrais très bien créer un nouvel artiste dans mon site pour pouvoir créer un nouveau concert dans un nouveau lieu. Je n'ai pas de souci de ce côté-là. Par contre, vous voyez, cet administrateur-là, il n'a aucun billet de créer. Voilà. Donc là, je me suis connecté avec le bon profil, je vais regarder. Donc moi, je suis connecté en Laurent Mermet, je vois mes billets et j'ai la possibilité, mes billets n'ont pas encore été scannés, ils sont complètement disponibles. Si je scanne sur le petit QR code, on voit le billet. Bon, là, on a un petit problème d'affichage, mais c'est pas grave. On a le QR code qui est généré. Donc ce QR code-là, si je vais le scanner avec mon application, automatiquement, je vais voir la consommation de mon ticket en temps réel, si je peux rentrer ou pas rentrer dans mon concert. Et donc, pour chaque ticket que je vais générer, je vais avoir un QR code qui est généré. C'est-à-dire que si moi, je vais dans mon application, je vais aller sur un nouveau concert, typiquement, voilà, je vais faire une réservation en ligne, là, j'ajoute, hop, un billet, allez, on va l'appeler John Doe, hop là, je vais ajouter, hop, voilà. Automatiquement, je vais avoir mes billets qui vont être générés. C'est-à-dire que si je retourne dans mon interface de compte, je vois pour mon nouveau ticket, j'ai des billets qui ont été générés. Et avec le QR code, un QR code unique qui a été créé. Donc ça veut dire que maintenant, moi, en tant qu'administrateur, je vais pouvoir regarder aussi au niveau des tickets, je vais voir que de nouveaux tickets ont été créés. Par contre, là, je vois un ticket qui a été créé où j'ai pas de nom. Ce ticket-là, est-ce qu'il est bon ou il n'est pas bon? Ça va être toujours le problème. Donc pour l'instant, ce qu'on peut rajouter, après, ça peut être mettre un bouton, rajouter un petit bouton si on veut supprimer le ticket, si on veut le modifier, l'éditer, on a toutes ces possibilités qui sont là. De la même manière, si je veux créer un utilisateur, je pourrais très bien avoir un bouton derrière qui pourrait me dire, une petite poubelle, de dire je vais supprimer l'utilisateur Patacoufin ou Trucmuche qui s'est connecté, qui est sur la machine, mais finalement qui est une erreur parce qu'il n'a pas mis son adresse mail ou ainsi de suite. Donc voilà. Donc si en termes de... Hop, je vais rafraîchir. Donc là, je suis en tant qu'administrateur, donc je vais voir la gestion des tickets. Donc sur le téléphone, on va mettre en parallèle les deux applications. Hop là. On va réduire un petit peu. Voilà. Hop. Allez Bob, au travail. Donc là, je vais me connecter avec mon utilisateur qui va bien. Donc mon utilisateur n'a que le droit de scan. Donc il n'a pas la possibilité d'aller dans d'autres fonctions de la machine. Donc là, il me demande, vu que je suis en fonction de scan, est-ce que je veux autoriser la caméra? Je vais lui répondre oui. Et donc là, la caméra de mon téléphone est utilisée et c'est elle qui va me servir pour scanner mes billets. Donc là, en l'occurrence, par exemple, je vais prendre mes billets qui existent. Quand je vais scanner un QR code, automatiquement, il va me dire billet valide pour l'opération. Si j'en scanne un autre, il va me dire, voilà, mon billet est valide. Donc là, je vais pouvoir supprimer au niveau de le message. Par contre, si je rescanne mon billet,
il me dit le billet était déjà scanné. Donc, vous voyez, en temps réel, je sais déjà, j'ai pas besoin d'attendre une interrogation hyper longue. Ce conteneur-là, il a été démarré pour faire du scan et je n'ai uniquement que cet utilisateur-là qui a cette fonctionnalité. C'est-à-dire que je pourrais très bien en avoir 50 de scanners d'ouvert, 50 conteneurs ou un seul conteneur avec 50 utilisateurs qui vont se connecter avec ce profil-là et ils pourront scanner en temps réel l'intégralité des billets. De la même manière, je pourrais très bien avoir une personne qui a ses billets sur son téléphone. Donc si elle a le téléphone, elle a son billet sur l'écran, moi je peux le scanner et voyez automatiquement j'ai le billet qui est valide. Si par contre je le rescanne, automatiquement il va me dire que le billet est déjà scanné. Donc que ce soit un écran de téléphone, un bout de papier, ainsi de suite, je vais savoir si je l'ai déjà scanné. Et c'est ça qui est l'intérêt, c'est de se dire je peux le scanner. Mais de la même manière, je peux très bien te dire aussi j'ai des billets qui ont été, j'ai des personnes qui ont récupéré des billets. Là, je vais vouloir le scanner. Hop là. Voilà. Par contre, il me dit billet déjà scanné. Donc là, déjà, je sais que ce billet-là, potentiellement, je ne peux pas les réutiliser. Et c'est l'avantage. C'est-à-dire que je me retrouve vraiment avec une solution où je peux utiliser la fonction comme je veux de scannage. Donc ça veut dire que demain, ça pourrait très bien être un entrepôt logistique. Je peux très bien dire, finalement, je vais avoir développé une toute petite application qui va utiliser le lecteur de code à barre et puis je vais pouvoir scanner et dire sur mon écran, je rajoute un petit champ, j'ai scanné le code à barre et la quantité, j'en ai 25 et ainsi de suite. Donc ce qui fait que finalement, dans mon applicatif que je veux développer, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui connaît à fond le RPG, tous les codes, ainsi de suite. Il suffit juste d'avoir quelqu'un qui connaît du développement, qui est capable d'utiliser du .NET, de créer une interface potentiellement web ou autre chose, mais qui va être en lien demain d'aller consommer mon IBMI. Et c'est l'avantage, comme le disait Rémi, il n'y a pas de problème de versionning. Là, on l'a fait avec notre IBMI, c'est une version 7.5, mais on l'a fait aussi avec de la 7.3. On n'a rien redéveloppé. On n'a pas de sous-systèmes qui sont démarrés, on n'a pas de bibliothèque d'installer, on n'a rien du tout. La seule bibliothèque qui est installée, elle contient un fichier de clé de licence. Mais on n'a pas de problème de versionning comme on pouvait avoir avec d'autres logiciels dont c'est le métier de faire de la communication, où il y a un sous-système qui est démarré en permanence, qui a besoin de gérer de la mémoire, d'avoir la consommation mémoire, ainsi de suite. Là, c'est uniquement de la consommation jetons. Donc, ce qui fait que ça simplifie énormément l'utilisation du produit. Donc voilà. Et après, de la même manière, je pourrais très bien avoir créer d'autres utilisateurs. Là, si je veux créer un nouveau compte, là, je peux mettre n'importe quoi. Allez, hop, on va mettre là. Hop. Hop, je vais créer un nouveau compte au niveau de ma machine. Dès que le compte est créé, par défaut, il va aller sur le site des réservations, j'ai aucune réservation. Mais moi, en tant qu'administrateur, si je vais regarder ma gestion des utilisateurs, je vais voir que ce nouvel utilisateur, il est arrivé. Il n'a aucun droit. Donc, c'est un utilisateur lambda. Par contre, je pourrais très bien lui donner des fonctionnalités complémentaires. Par exemple, si je veux dire que mes scans, j'ai plusieurs utilisateurs de scan où j'ai différents rôles, je peux très bien en créer en plusieurs parce que je veux pouvoir simplifier mon administration. Mais après, voilà, là, on a fait 5 utilisateurs, mais il y a plein d'autres possibilités derrière. Et pour finir, donc Rémi a développé un petit outil, c'est de se dire, c'est tester, par exemple, faire du benchmark pour voir l'efficacité. Donc là, par exemple, on va insérer 10 000 lignes à l'intérieur de la base par tranche. Donc là, tout simplement, vous voyez, en temps réel, là, on peut mesurer que là, vous voyez, on a inséré 10 000 lignes en 5 secondes au niveau de notre base. Après, on peut le faire sur beaucoup plus, ainsi de suite. Mais vous voyez, le temps moyen de la requête derrière, il est extrêmement rapide. Ce qui fait que la communication, et on a fait des tests entre le fait de dire, si on passe par les switches externes ou si on utilise les conteneurs, notamment en utilisant le réseau interne du Power par rapport à l'hyperviseur, le gain, il est d'environ 25%. Ça évite de sortir de la machine pour re-rentrer dedans. Ce qui fait que finalement, vous utilisez toute la
pas la complexité, mais toute la puissance de la technologie Power pour pouvoir avoir une vraie architecture derrière résiliente. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, moi, j'ai fini avec la partie démonstration. Merci Laurent pour la présentation. Donc, vous avez pu voir un petit peu un cas concret où on a beaucoup beaucoup de fonctionnalités de .NET qui sont mises en œuvre. Je reviens rapidement sur la fonctionnalité de compte utilisateur et de gestion des comptes, la plateforme d'identité en général. Quand Laurent crée un compte, laurent.mermet@ibm.com, c'est un compte qui est créé en base de données, donc dans une table d'utilisateur, et il y a tout un mécanisme derrière qui permet de gérer le mot de passe, les tentatives de connexion, les tokens pour les stocker dans le navigateur, ce genre de choses. Ça, c'est pas moi qui l'ai développé, c'est pas le développeur .NET qui l'a développé, c'est la plateforme d'identité standard de Microsoft qui est développée selon toutes les bonnes pratiques à l'état de l'art de ce qui se fait, extensible à volonté et paramétrable à volonté, qui s'appelle Microsoft Identity, la plateforme d'identité. Et du fait que NTI est une implémentation Entity Framework Core, cette plateforme d'identité est répercutée dans l'IBM de façon complètement automatique. Donc, toute cette logique de gestion des droits, des rôles utilisateurs, du confirmer le mot de passe, ce genre de choses, c'est pas le développeur qui l'a écrit, c'est déjà complètement pré-mâché dans .NET. Il y a juste à dire, bah moi, ma politique, c'est d'avoir un mot de passe avec tant de caractères spéciaux et tant de... Voilà. C'est de dire, j'autorise trois tentatives, trois mauvaises tentatives de connexion avant de bloquer le compte. Je vais limiter tel IP pour la connexion, voilà. Mais à part des règles de configuration, on n'a rien à faire du tout, tout est géré automatiquement et encore une fois, selon les recommandations et les bonnes pratiques. Et c'est évolutif et ça se met à jour régulièrement. Voilà. Je pense que s'il y a des développeurs .NET dans le call, on essaie un petit peu ce principe. Donc, je vais Et partager rapidement mon écran. Ouais, Laurent. point important, les utilisateurs qui sont créés au niveau de l'interface, là comme on l'a vu, ne sont pas des utilisateurs IBMI. C'est-à-dire Ouais, qu'on c'est n'a ça. pas un profil IBMI derrière associé. C'est-à-dire que l'utilisateur n'est connu que du front en l'occurrence, qui lui permet de rentrer et d'avoir justement accès aux informations qui sont stockées en IBMI. Mais par contre, vous n'avez aucun utilisateur côté IBMI. C'est-à-dire que vous n'avez pas à gérer des utilisateurs en plus, ainsi de suite. C'est-à-dire que là, j'ai typiquement un concert où je vais avoir 10 000 personnes qui vont se connecter. J'ai pas 10 000 users sur mon IBMI. J'ai un seul user qui existe, c'est celui qui a ouvert le conteneur. C'est ça. Et de la même manière, on a fait des tests avec Rémi, c'est que cet utilisateur-là, il n'a pas besoin d'être QC-Coifer. Il peut très bien être un simple user de base. On va lui dire, tu as accès à la bibliothèque Trucmuche et Patacoufin. En lui mettant les droits suffisants de lecture, écriture, de modification, ça suffit largement. Il n'a pas besoin d'avoir accès à tout le système, à toutes les bibliothèques. Donc, en termes de sécurité, vous pouvez aller très loin dans l'utilisation en se disant, finalement, je pourrais très bien avoir X conteneurs qui vont aller taper dans ma machine, mais un va accéder à 3 bibliothèques, l'autre va accéder à 5 bibliothèques, ainsi de suite. Et séparer les différents users, c'est-à-dire que même si je tente une connexion du user banana sur tel environnement, si le user n'a pas les droits, il se fera jeter instantanément. Il n'aura pas la possibilité de lancer l'applicatif. Absolument. Donc, dès le Absolument. début, en fait, toutes les couches sont hyper sécurisées. C'est-à-dire que même le lancement du conteneur est déjà en lui-même sécurisé par les droits de l'utilisateur qui va pouvoir aller sur la partition IBMI. Donc, au final, du plus petit niveau jusqu'au plus haut, toutes les tranches de sécurité ont été testées et validées pour se dire, on est en capacité de dire, finalement, il n'y a pas de SPOF entre le fait d'avoir un conteneur Linux qui va aller attaquer mon IBMI. Après, un point particulier, là, on l'a fait en mode conteneur. Donc là, c'est du Docker, et puis sur la grosse Linux, c'est du Podman de l'autre côté, pour avoir très peu de ressources. Mais on aurait pu très bien le faire en Linux natif. On l'a fait, il n'y a pas de différence de performance. Le seul fait
de faire du Docker, c'est qu'on peut multiplier les images à l'intérieur et avoir une plus grande scalabilité. Et surtout, gérer du versionning, parce que je pourrais très bien avoir, comme l'a dit Rémi tout à l'heure, avoir une application 7, 8, 9, 10, différents conteneurs qui vont taper la même base, mais justement, je gère différemment au niveau de ma machine. Alors que si j'étais en direct, en image directe sur ma Linux, je serais beaucoup plus limité dans l'utilisation pour le versionning et surtout la scalabilité, en fait. Voilà. C'est ça, complètement. Donc, ouais, très, très important, cette notion de droit utilisateur sur l'IBMI qui sont répercutés au niveau de l'utilisation de NTI, puisqu'on passe par les services par défaut de l'IBMI, que ce soit pour l'exécution des requêtes comme le sign-on par exemple. Toutes les politiques de sécurité de l'IBMI sont répercutées ici. Si on n'est pas autorisé à accéder à la bibliothèque dans laquelle sont stockés les artistes, on sera jeté à l'exécution de la requête par l'IBMI qui refusera tout. Et on peut, voilà, comme l'a dit Laurent, cloisonner les différents comptes de service et les différents utilisateurs, comme on a toujours fait avec IBM. Et autre point, s'il y a des points d'exit qui sont en place sur les différents services d'accès à la base de données, ils sont toujours déclenchés par NTI de la même façon que les autres ODBC, JDBC, etc. Donc ça, c'est un point important. Voilà, dernier petit focus sur le code. Ici, c'est donc le projet Visual Studio du site qu'on vous a présenté juste avant, du site Concert 400. Euh, donc, concrètement, le développeur ici n'a écrit que les différents modèles de données. Ici, c'est pour l'artiste, par exemple, donc les artistes qu'on voit, qu'on qu'on voyait avec le nom, la description, la photo. Donc ici, on a la description de ce modèle-là. Et c'est tout ce qui a été fait. Ensuite, c'est Entity Framework Core qui s'est chargé de convertir, de transformer cette définition .NET, ce modèle .NET, en table ou en fichier IBMI dans ma base derrière. Mais voilà, c'est la seule entrée pour définir le modèle de base de données. Tout ça est basé sur un modèle qui s'appelle Identity User. Donc, mon utilisateur que je déclare ici avec son nom, son adresse, il étend quelque chose d'existant qui s'appelle Identity User. C'est ce que je disais tout à l'heure, la plateforme d'identité de Microsoft. Et donc, cette Identity User, à un moment dans mon application, je vais faut que j'arrive à retrouver l'endroit où c'est mis. Voilà, c'est juste ici. Je lui dis Add Identity Application User. Et c'est tout ce que je vais faire pour que mon application soit au courant que je vais utiliser la plateforme d'identité pour ma gestion d'utilisateur et que j'utilise NTI. J'ai simplement un use NTI ici qui précise que j'utilise NTI pour l'accès à la couche de persistance des données, donc une base de données. Et à partir de ça, l'application se débrouille toute seule pour aller créer les différentes tables, créer le schéma, etc. Donc voilà un petit peu pour cette plateforme d'identité. Dernier point aussi, si je le souhaitais, j'aurais pu aussi rajouter de l'identification externe avec, par exemple, un compte Gmail. Par exemple, voilà, se connecter avec Google, ça, c'est possible de l'implémenter très, très facilement. Se connecter avec mon compte Microsoft de mon organisation. Ça, c'est très simple aussi. Je parlais de la connexion et de l'interaction avec Azure en début de présentation. Bah, ça permet de faire ce genre de choses, d'avoir une application qui se connecte à l'IBM, mais dont la sécurité est gérée par mon Active Directory, par mon organisation Exchange 365, enfin, Microsoft 365 en général. Donc on peut vraiment reconsidérer la façon de gérer toutes ces authentifications, ces identifications, et avoir vraiment un cloisonnement, une granularité sur le contrôle d'accès qui est assez énorme et qui nous offre vraiment des solutions sécurisées avec ce qui se fait de mieux en termes de plateforme d'identification. Voilà pour le petit complément à ce sujet.
Je vous laisse noter les informations de contact si vous voulez en savoir plus. De toute façon, vous devriez pouvoir trouver facilement mon contact ou celui de Laurent Mermet. N'hésitez pas à le contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations, si vous souhaitez réaliser un POC. Nous proposons des licences d'essai gratuites pour commencer. On vous accompagne sur vos essais. Si par exemple il faut développer un petit POC avec vous, il n'y a pas de problème. Si vous souhaitez faire tourner cette application Concert 400 chez vous, n'hésitez pas. Elle est en libre accès. Voilà, on a la documentation du produit, enfin de NTI sur notre site de documentation et bon, quelques informations supplémentaires sur le site. Et vraiment, n'hésitez pas à me contacter. Souhaitez tester, il n'y aura pas de problème et ça se fait très facilement. Et ça se supprime très facilement aussi, donc si jamais vous souhaitez simplement tester, il n'y a pas de souci. Voilà pour tout ça. Donc, y a-t-il des questions? N'hésitez pas à lever la main si N'hésitez pas même à activer votre micro. Hein, ouais, j'avais. Non, visiblement, on n'a pas l'air d'avoir de. On pas a de beaucoup de timides. questions. Une fois, deux fois, trois fois. Bon. En tout cas, merci beaucoup Rémi pour ce webinaire, pour cette présentation. Nous avons rendez-vous le 5 juin prochain pour le prochain webinaire, donc avec Arcade, qui viendra nous parler de ses derniers produits, notamment tout ce qui concerne l'IA, le code IBMI, et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour le 5 juin. Je vous rappelle que le 12 juin, à Bois-Colombes, en présentiel, on va faire une matinée en retour sur les annonces du premier semestre, surtout parler IBMI 7.6 qui est arrivé avec les nouvelles fonctionnalités, la partie MFA, une démonstration de la 7.6 et du MFA avec Maître Ménard ici présent. Donc voilà. Et l'après-midi, surtout, on aura EDB qui viendra nous présenter sa solution, donc EDB on Power, et comment remplacer AX Oracle par de l'EDB. Donc c'est vraiment aussi très orienté, se dire demain, le Power est vraiment une plateforme de consolidation et il n'y a pas que l'IBMI, il y a d'autres environnements. Et donc l'après-midi, ce sera donc le partenariat ACMI EDB, mais là vous pourrez pareil de la même manière poser toutes vos questions à EDB et voir comment vous pouvez passer de Oracle sur des environnements PostgreSQL et tout ce qui va avec. En tout cas, merci à tous pour votre présence ce matin et rendez-vous le 5 juin pour le prochain webinaire et le 12 juin pour à Bois-Colombes en présentiel. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous pour votre présence et d'avoir suivi ce webinaire. Bonne journée à tous et merci encore. Bonne journée.